Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On a un bon programme avec Nick Payne, des très bons sujets. On va commencer par parler des chiffres sur les demandeurs d'asile au Québec et au Canada. On ne sait jamais qui dit la vérité. Finalement, il y en a 100 000 de plus. Finalement, il y en a 50 000 de moins. Marc Miller disait que François Legault calculait mal ces affaires-là alors qu'il s'appuyait sur les chiffres de qui? De Statistique Canada. C'est compliqué. On va démêler tout ça avec Nick. Bonjour, Nick. Bonjour, Rémi. Bon, en fait, on sait qui dit la vérité, là. On a compris qu'il y avait une vérité alternative, comme on dit aux États-Unis, des faits alternatifs qui venaient du ministère de M. Miller, qui trouvait toutes sortes d'entourloupettes comptables et plus ou moins honorables pour faire descendre. En fait, c'était très simple, c'est que pour faire baisser le nombre d'immigrants temporaires, ben on en effaçait quelques-uns dans les colonnes de chiffres. C'est pas mal essentiellement ça qu'on faisait. Mais les chiffres, j'ai eu les chiffres plus précis concernant les demandeurs d'asile, concernant le Québec et les provinces canadiennes. Parce que tu sais, Rémi, que dans les derniers jours, on a parlé de quelques provinces qui ont une grande mansuétude et qui ont accepté de prendre quelques demandeurs d'asile pour soulager le Québec un peu. Hein? Et puis, on parlait de la grande victoire de François Legault qui avait obtenu au Conseil de la Fédération cette espèce de front commun des provinces canadiennes et du Québec demandant à Ottawa d'être un peu plus frugal dans ce dossier-là, si tu veux. Mais écoute bien les chiffres. Alors ça ici, là, ce sont les demandeurs d'asile traités par l'Agence canadienne des services frontaliers et par l'IRCC, là, ça c'est Citoyenneté Canada, de 2017 à 2023. Le nombre total, Terre-Neuve-Labrador, 155. Pas 155 000, 155 personnes. Tu remplis un restaurant de taille moyenne en région au Québec avec ça. Là. Ouais, un gros Saint-Hubert. Île-du-Prince-Édouard, 35. Pas 35 000, 35 personnes. Je continue. Nouvelle-Écosse, 600. Nouveau-Brunswick, 410. Québec, 229 930. Oh. Ontario, 179 000. Manitoba, 3 710. Saskatchewan, 545. Alberta, hein, Mme Smith qui disait « vous savez, on voudrait bien aider, mais nous aussi, vraiment, on a notre problématique avec ça. » Un gros 14 665 de 2017 à 2023 au total, je le rappelle. Je termine avec la Colombie-Britannique, 24 190. Yukon, territoire du Nord-Ouest, Nunavut, ben c'est pas très prisé comme territoire parce qu'il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas qui sont inscrits dans les statistiques. Alors, bref, on peut être bien content que François Legault ait obtenu un peu d'aide, mais on parle de une poignée de personnes là, qui, plutôt que de venir au Québec, iront au Manitoba ou je ne sais où. Je pense que c'était Terre-Neuve et j'ai pas de mémoire l'autre Saskatchewan. La Saskatchewan. Mais le Manitoba aussi. Le Manitoba aussi a dit qu'il était prêt à en recevoir, et essentiellement des demandeurs d'asile francophones, parce qu'ils veulent, au Manitoba, là, essayer de donner de la force à cette communauté-là. Ben oui. Tu fais bien de déduire à partir de données, donc, écoute, 155 personnes. Ces provinces-là ne pourront pas en accueillir énormément parce qu'au cœur de cet enjeu-là, et c'était au cœur de l'argumentaire de François Legault, c'est la capacité d'intégration. Si vous êtes une population de 500 000 personnes, vous avez 500 000 contribuables, donc des gens qui envoient de l'argent au gouvernement pour vous offrir des services sociaux. Vous ne pouvez pas accueillir 10 000 réfugiés, 20 000, 30 000, 40 000 réfugiés qui, pour la plupart, ne pourront pas travailler, n'auront pas de permis de travail. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la fumée. Le caquisme, c'est de la fumée. Oui, exactement. Puis bon, la bonne volonté du premier ministre du Manitoba, si on dépend de ça pour sauver le français, alors au Québec notamment, là, ça va être longtemps. On imagine qu'en ce moment, il a préparé une chambre d'amis chez lui pour accueillir les réfugiés, les demandeurs d'asile supplémentaires. Enfin, c'est ridicule. Bref, tout ça pour dire que, comme on l'avait prévu, Rémi, toi et moi, en grand devin que nous sommes, cette réunion du Conseil de la Fédération n'aura pas donné grand-chose. Quelle surprise. Enfin, bref. Puis par ailleurs, encore une fois, je le répète là, quand on dit que le Canada est dans une certaine mesure ou d'une certaine façon hostile au Québec ou à l'épanouissement d'une nation distincte avec sa culture, avec son droit
à envisager l'avenir avec une certaine sérénité, au Québec, là, ben vraiment, on est très, très, on est devant un système qui, au strict minimum, s'en fout complètement, au strict minimum. Pour aller dans le sens de ce que disait Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques mois, qui lui avait été beaucoup reproché. Là, lui, il disait le Canada travaille contre nous. Ben franchement, on regarde les chiffres, puis on écoute Justin Trudeau qui dit on va continuer de travailler, à travailler ensemble et travaillons. Ben effectivement, on travaille à une sorte de submersion migratoire du Québec et c'est pas réglé avec le Conseil de la Fédération de la fin de semaine, ça. Ouais, puis il faut quand même rappeler aussi dans les arguments de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, on disait on en a déjà assez. Puis là, on faisait référence pas juste aux demandeurs d'asile, mais à l'immigration en général. Et là, c'est vrai que la Colombie-Britannique et l'Alberta accueillent beaucoup d'immigration. Ce sont, avec l'Ontario et le Québec, les 4 provinces qui en accueillent le plus. J'ai fait 8, mais 4 provinces qui en accueillent le plus au Canada. Mais la vérité, c'est que la Colombie-Britannique et l'Alberta, ça fait leur affaire. Il n'y a aucun parti qui milite pour moins d'immigration. Ce sont des provinces immigrationnistes. Donc, c'était un argument qu'on avait bien bricolé pour que ça passe, mais dans les faits, c'est pas un argument qui est béton. On va parler de Joe Biden. Non, mais c'est ça exactement. Oui, en une seconde. D'autant plus que c'est un argument totalement fallacieux du fait que la Colombie-Britannique et l'Alberta ou d'autres endroits n'ont pas de culture distincte à protéger et à faire s'épanouir. Là. Ils n'ont pas le français à protéger. Il n'y a pas du tout de problème découlant de l'arrivée massive de gens qui ne parlent pas la langue de l'endroit. Là. Absolument pas. On est sur une autre planète. Ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux réalités, celle du Québec et celle d'ailleurs au Canada, deux réalités sociodémographiques non seulement différentes, mais qui sont à l'opposé à l'heure actuelle sur ces questions-là. Oui, mais la preuve, c'est qu'ils se sont mis à parler d'immigration lorsqu'il y a eu des problèmes de logement et de services sociaux. Et lorsque l'attente dans les urgences a commencé à être de plus en plus longue, mais il n'y avait jamais été question d'immigration pour des enjeux de la culture, de la langue, parce qu'évidemment, comme tu le dis, ben, c'est pas un problème là-bas. Joe Biden, là, les experts disent que lundi, il n'est plus là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, ben, ils ont probablement raison. Moi, ce que j'en pense, comme, on va dire, expert de second rang, là, parce que quand même, j'étais pas à la convention en fin de semaine comme notre ami Guillaume Lavoie, par exemple. Je ne sillonne pas les États-Unis à sonder les cœurs et les âmes là-dessus, mais comme observateur de la politique, cependant, mon impression, c'est que les démocrates sont tombés un peu dans le piège du miroir aux alouettes. Je ne suis pas en train de dire que Biden est le candidat du siècle, hein, ou même que c'est le meilleur candidat. Le problème, c'est qu'il est extrêmement tard et qu'à ce moment-ci, se faire croire à la candidature du sauveur ou de la sauveuse, hein, qui par effet de nouveauté et de lune de miel comme ça, va arriver, surgir et remporter l'élection contre un Donald Trump plus fort que jamais. Je pense que c'est extrêmement téméraire et que toutes les chances sont là pour que ça ne fasse qu'empirer les choses pour les démocrates, même s'il y aura sans doute un petit effet nouveauté qui durera un moment, là, un petit moment, supposons que ce soit Kamala Harris, par exemple. Mais quoi qu'on en dise, moi, j'observais attentivement Joe Biden ces derniers jours, un peu avant l'attentat, mais après aussi. Et puis, bien que j'ai été extrêmement sévère suite au débat sévère, je ne sais pas si j'étais sévère, mais je me posais des questions quant à ses capacités cognitives. Par la suite, j'ai revu le Joe Biden ralenti, physiquement fatigué, mais dont je n'arrive toujours pas à penser que, outre des blancs de mémoire, comme en avaient mes vieux parents il n'y a pas si longtemps, outre ça, que ce soit quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, ou en tout cas, a-t-il moins sa tête que M. Trump, je n'en suis pas certain. Trump, c'est son état naturel depuis longtemps. Il n'a pas changé. M. Biden ralentit. Mais bon, bref, je ne vais pas m'immiscer dans le débat. Je ne suis pas en train de dire que je suis un partisan de Joe Biden. Je ne fais que le constat qu'il est là, il est installé et tout cassé là, pour se jeter dans les bras de la thèse du candidat sauveur m'apparaît. C'est malheureusement un trait des regroupements politiques, des organisations, des partis, souvent qui sont au pouvoir, de se mettre à avoir peur de perdre et de là, à partir de là, de chercher. Ça arrive souvent, hein, d'ailleurs, c'est pas la première fois, c'est pas seulement aux États-Unis que ça se produit et que ça s'est produit dans l'histoire. Il y a toujours un moment où on veut se débarrasser du chef. Regarde Justin Trudeau au Québec, par exemple, au Canada à l'heure actuelle. Il
Pas de bonnes raisons, tu me diras, là, pour les libéraux d'y défaire de Trudeau, mais c'est un peu le même problème. Il est très tard. Et puis, on va faire quoi? On sort quelqu'un du placard qui n'a pas été testé dans le feu de l'action. Les squelettes vont suivre, ensuite les gaffes. Ben tiens donc, il y a 10 ans, il ou elle a déclaré ceci ou cela. Ben tiens donc, finalement, on s'aperçoit que son tableau de chasse politique n'est pas si reluisant qu'on le croyait. C'est extrêmement risqué. Moi, je pense que les démocrates, Barack Obama a compris, parce qu'il paraît qu'il laisse savamment couler des informations à l'effet qu'il ait demandé le retrait de Joe Biden. Tout ça fait un peu mauvais genre et enfin, ça leur apprendra. S'ils perdent après, on pourra dire qu'ils se sont trompés, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Ouais, on verra. En même temps, Nick, je vais te présenter un contre-argument. Tu parles de risque. Je t'en prie. Moi, tu parles de risque, je vais te parler de certitude. La certitude, c'est que Joe Biden va perdre la prochaine élection s'il est le candidat démocrate. Ça, à peu près tous les sondeurs sont d'accord pour dire ça. On le regarde décliner, puis on regarde Donald Trump commencer à surfer sur une espèce d'énergie qu'on ne lui soupçonnait pas parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit transformé du jour au lendemain en un martyr et qu'il s'expose subitement de moins en moins à certaines critiques acerbes, comme fascistes, extrême droite. Les gens vont être prudents, y compris les médias. Donc là, il y a comme une certitude que Biden l'emporte. Alors le risque, effectivement, c'est de choisir quelqu'un qui pourrait faire en sorte que la défaite soit plus cuisante. Mais dans le risque, ce que tu ne nommes pas, c'est aussi la possibilité que les démocrates l'emportent. Alors, ajoutons ce risque. Et tout ce que je dis, moi, c'est qu'en tout respect du principe de prudence commentatoriale, je ne pourrais pas dire que je suis certain à 100% que Biden perdrait. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr qu'il va gagner non plus. Tout ce que je dis, c'est que il y a peut-être une forme de mirage, là, de pensée magique à l'idée que on le remplace par Kamala Harris et on efface les problèmes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un mandat de gouvernement complet à défendre. Il y a les démocrates qui, en général, ont de la difficulté quand même. Ils sont pas du tout en position de force pour remporter la prochaine élection pour 1001 raisons. Alors, est-ce que changer de leader à ce moment-ci est la meilleure solution? Moi, tout ce que je dis, c'est que j'en suis pas certain du tout et que ça ressemble à de la panique. Et que ça, ce n'est rarement un bon motif en politique. Mais enfin, oui, la panique est un piètre carburant, effectivement. Tu veux nous parler du démantèlement des campements itinérants? C'est drôle, hein? Ça a été vite avec des itinérants. Hein? Oui, ça va plus vite qu'avec des gens qui portent le kéfier. Puis qui brisent des vitres, puis qui partent des petits feux, puis qui se droguent, puis qui entretiennent une petite culture de rat sur les campements de Sud. Oui. Serait-ce parce que la politique municipale est aujourd'hui le refuge d'une certaine gauche? Je pose la question, j'y réponds en même temps avec plaisir. La réponse est probablement oui, mais ce qui est remarquable aussi et qui a probablement un rapport avec le même phénomène, c'est le traitement médiatique. Alors, c'est un campement, coin Clark, et dans le bout du viaduc Van Horn à Montréal, pour ceux qui connaissent le coin, là, il y a des installations du Canadien Pacifique. D'ailleurs, c'est cette compagnie qui a procédé. Oui, au démantèlement. Et là, le traitement par Radio-Canada valait le détour parce que dans un reportage, en bonne et due forme, et non pas un texte d'opinion, la journaliste nous présentait une réalité alternative, c'est-à-dire que tout le monde était déçu. Alors, on a trouvé des citoyens du coin qui étaient déçus que le campement soit défait. Écoute, je ne sais pas comment on a fait, mais on a trouvé des gens qui disaient « Ah, c'est bien dommage, nous, ils ne nous dérangeaient pas, on les aimait bien. » Et puis ensuite, évidemment, tu as toute une kyrielle d'intervenants sociaux qui tenaient toujours le même discours. C'est le discours du service aux citoyens et des besoins qu'il faut combler. On ne comble pas correctement les besoins des gens qui campaient là en pleine rue avec des toilettes de fortune, des matelas pleins de punaises et vois-tu, il aurait fallu les accompagner dans ça davantage. Moi, je pense que cette philosophie a depuis longtemps atteint ses limites. C'est bien là, l'empathie, puis il en faut en politique puis en gestion très concrète des affaires municipales aussi, sans aucun doute. Je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, quand il y en a partout, ça se passe à Longueuil également aussi, puis on a un peu la même approche là-bas. Entre autres endroits, là, j'y pense comme ça de mémoire. À un moment donné, là, je pense qu'on peut aussi être un petit peu tanné
que la ville ait l'air d'un immense accueil Bono à ciel ouvert avec des seringues qui traînent. Puis j'ai l'impression, moi, que si on avait fait un petit effort à Radio-Canada, on aurait trouvé beaucoup de gens qui en ont franchement marre d'avoir à composer avec ça au quotidien. Je ne pense pas que en mettre fin à des campements comme celui-là, ça veuille dire automatiquement qu'on manque d'empathie et qu'on va moins bien répondre aux besoins des gens qui ont des problèmes de toxicomanie notamment, ou avec le logement, encore une fois, le coût du logement. Puis on interviewait, je termine là-dessus, dans le reportage, des gens qui étaient sur le campement. Rémi, il y en avait plusieurs qui s'exprimaient bien, là, qui n'étaient pas en pleine psychose ou en plein délire de drogue. Et moi, je me dis, mais ma foi, il doit y avoir moyen d'accompagner ces gens-là, pas pour qu'ils restent dans la rue, mais qu'ils se trouvent un emploi plus payant. Il me semble qu'on est en situation de plein emploi. Évidemment, je grossis le trait, c'est sans doute plus compliqué que ça. Mais en tout cas, bref, à un moment donné, la réalité alternative, là, ça suffit, là. C'est un peu fatigant à Montréal actuellement, là, le problème d'itinérance. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis j'ai entendu le même reportage que toi, puis je pense même qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'il entendait des cris, puis là, sa voix s'interrompt tout de suite. On le laisse pas parler parce que dans l'extrait, probablement que si on le laissait parler, il dirait même qu'il a vu de la bagarre, qu'il a vu des trucs que personne ne devrait voir dans une vie. Mais je reviens quand même au délai. Je trouve ça dommage que ces gens-là, du jour au lendemain, comme ça, le campement bye-bye, puis les militants pro-palestiniens, ça a pris des mois et des mois et des mois parce que c'était politique. C'est politique. Les itinérants, on est capable de... ils n'ont pas de lobby, il n'y a personne qui les représente vraiment. C'est des gens qui sentent pas bon, qui sont souvent pas très, très beaux à voir, donc il n'y a personne qui veut les défendre. Fait qu'on préfère ne pas les regarder puis s'en débarrasser rapidement. Hey, je veux t'entendre sur la professeure universitaire en Colombie-Britannique qui s'est désolée de l'attentat raté contre Donald Trump. C'est arrivé, je pense, dimanche ou lundi. Oui, et elle s'appelle Karen Pinder. C'est par un tweet qu'elle s'est exprimée. Elle ne s'est pas désolée de l'attentat raté, mais bien du fait que l'attentat soit raté. C'est ça. Soyons très précis. Alors, elle a dit quelque chose du genre « Damn, so close. Fichtre, on est passé si près. » Puis elle ajoutait ensuite what a glorious day this could have been. Donc, ceci aurait tellement pu être un jour formidable. Alors, l'Université de la Colombie-Britannique, où elle officie, cette madame, semble-t-il, fait maintenant... il faut faire enquête. Et là, je reviens, ma foi, c'est la chronique Radio-Canada. Oui. L'article de Radio-Canada était assez extraordinaire aussi, parce qu'on disait que madame Pinder semblait prendre à la légère l'attentat de M. Trump. Non. Elle ne semblait pas prendre à la légère. Elle se désolait du fait qu'on n'ait pas réussi à assassiner un candidat politique. Alors ça nous ramène toujours au même problème, c'est que dans notre univers mental, dans plusieurs pays occidentaux, mais au Canada et au Québec au premier titre, la question gauche-droite est un continuum, non pas d'idées politiques qui se valent, mais bien qui va du bien vers le mal. Plus on va à droite, plus on ne fait que s'enfoncer dans de vils sentiments et dans les passions tristes et dans la méchanceté. Et plus on va à gauche, plus on ne peut que pécher par excès de bonté, au fond. Mm-hmm. Alors, on se dit probablement que cette prof, qui est tellement du bon côté des choses, comprends-tu, c'est un peu emportée dans sa volonté de voir advenir un monde meilleur. Et bien sûr, Trump étant à droite, Trump étant le mal, alors on pardonne un peu. C'est absolument inacceptable et consternant que des professeurs d'université, c'est pas Joe Blow dans le rang 8, qui n'a pas beaucoup d'instruction et qui, par conséquent, n'a peut-être pas été formé à l'esprit critique, à la précaution, à un certain minimum là, dirons-nous, de diplomatie dans le verbe. Non, c'est une prof d'université, donc c'est d'autant plus impardonnable. Et puis, je ne veux pas dire par là que Joe, dans le rang 8, n'a pas d'empathie et d'humanité, justement. Il en a plus, visiblement. Visiblement, il en a plus dans ce cas-ci, ou en tout cas, Mme Pinder, elle, n'en a pas. Et j'espère qu'elle sera sévèrement sanctionnée, mais je ne retiens pas mon souffle là-dessus. Ça devrait être normalement passible de poursuite des propos comme ça.
Oui, la phrase, il y a une enquête, là, souvent, c'est une façon de dire il n'y aura pas de conséquences. Au Québec, on a vu des réactions semblables. Moi, j'ai vu la comique, c'est comme ça qu'elle se présente, Léa Strelinski, écrire sur Twitter que il y avait tant de pensées qu'elle voulait exprimer en ce moment. Puis ça, c'était pendant que tout le monde discutait de ça sur Twitter samedi. C'était plus habile. Oui, vers le début de la soirée, on a tous compris ce que ça voulait dire. Elle a écrit « Il y a tellement de choses qu'on a envie de dire, mais qu'on ne dit pas, hein? » Oui, et elle venait de toutes les dire comme ça d'un seul souffle en ne les disant pas. Et le « on » ici excluait la plupart des personnes qui ne parlaient pas. C'est elle qui pensait ça et elle projette sur les autres cette envie de voir M. Trump subir une fin violente. C'est vrai, c'est absolument terrible. Mais on en revient toujours au même, c'est que parce qu'on est officiellement de gauche, on ne peut, lorsqu'on fait erreur, que faire erreur par excès de bonne volonté. Et donc, c'est pardonnable. Je regrette, mais d'abord, premièrement, il faudrait en finir avec ça un jour, avec la politique des bons contre les méchants. Les extrêmes peuvent porter des idées dangereuses et méchantes à gauche, à droite, au centre et ailleurs. Et non, ce n'est pas être davantage vertueux qu'être davantage à gauche. C'est simplement une posture, on adopte une philosophie. On pense que par telle mesure, telle façon de gérer le bien commun, on arrivera à de meilleurs résultats. Et à droite, on pense exactement la même chose. Alors, je comprends là qu'il y a eu certains événements historiques qui ont marqué la droite, mais il y en a eu à gauche aussi, là. Il faut arrêter un jour avec cet abêtissement du débat politique qui fait, par exemple, que à l'Assemblée nationale française, on refuse de serrer la main du pauvre petit garçon de Rassemblement national lors du vote pour la présidence. Hein? Tu as vu ça hier, là? Presque tous les membres de la France insoumise, évidemment, ont fait ce coup d'éclat qui est absolument lamentable, au fond. Ça empêche de réfléchir, cette façon-là de faire de la politique. Donc, la politique, si j'ai bien compris, c'est pas les bons, c'est pas les mauvais, c'est subtil, c'est plus complexe que ça. C'est compliqué à suivre, ton affaire. Moi, je préfère quand c'est rouge ou noir. Écoute, Nick, je vais réviser mes livres en fin de semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Parfait. Attention aux passions tristes. Oui, promis.